Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur comment évaluer son risque face au phishing. On va voir ça en 4 grands points, un petit rappel des risques, comment on l'évalue, le cœur de la vidéo, les actions correctives et l'amélioration continue. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas Lecause, je suis le cofondateur de Arsène. On fait de l'entraînement contre l'ingénierie sociale, tout ce qui va viser à compromettre et à manipuler les collaborateurs pour mener à bien une cyberattaque, extraire l'information, rançonner. Et on a aujourd'hui une plateforme SaaS, donc c'est un outil cloud qui vous permet de faire de la sensibilisation contre le phishing en créant des simulations hyper réalistes, en ajoutant du micro-learning, des modules de micro-learning pour entraîner au moment où les collaborateurs font des erreurs, le tout en s'adaptant au jeu de chat à la souris qu'on joue continuellement avec les pirates en implémentant les nouvelles techniques et prétextes qui sont utilisés pour les manipuler. Alors, comment évaluer son risque face au phishing? Alors, rappel des risques pour commencer. Premièrement, avant de parler du risque opérationnel, quand je parle de risque, aujourd'hui, je considère que le phishing est le point d'entrée principal pour les piratages. Maintenant, il y a d'autres, il y a aussi les mauvaises configurations de sécurité, il y a aussi un manque de mise à jour. Mais d'une manière générale, les risques que je vais expliquer ici, puisque le phishing fait partie prenante de ces piratages-là, dans 91% des cas, on a du phishing qui intervient. Je parle du risque présenté par un piratage. La liste est non exhaustive, mais assez vaste quand même pour vous donner une idée de la cartographie qu'il va falloir faire. Donc, risque opérationnel, paralysie de l'entreprise, espionnage et fuite de propriété intellectuelle. Donc, paralysie de l'entreprise, vous imaginez bien, chaîne d'assemblage, chaîne logistique, tout ça qui est fermé parce que les fichiers de configuration sont chiffrés par un hacker. C'est Bouygues Télécom, il y a 1 ou 2 ans, qui avait eu tout son circuit VoIP qui était inactif suite à un piratage. Donc, personne ne peut utiliser la téléphonie en interne. Bref, il n'y a plus qu'à rentrer chez soi. Et puis, espionnage, fuite de propriété intellectuelle. Donc là, piratage de serveurs de R&D, vol d'informations confidentielles, que ce soit des démarchages commerciaux, des appels d'offres et tout ça, permet de créer des dégâts et ça tombe sous le coup du risque opérationnel. Le risque réputationnel, donc bien sûr c'est l'impact sur l'image de l'entreprise, que ce soit la confiance auprès de ses clients, c'est jamais bon de faire la une des infos quand c'est fait pirater, et puis aussi l'impact sur la marque employeur, ça devient beaucoup plus compliqué de fidéliser ou d'attirer des talents quand les fiches de paie de ces talents se sont retrouvées en ligne, c'est un peu un problème. Risque financier, donc il y a des sanctions financières, j'en reviendrai un peu en du risque juridique, mais il peut y avoir des sanctions financières, donc il n'y a pas que les hackers qui vont coûter de l'argent dans un piratage, ça peut être aussi une décision juridique. La rançon, bien évidemment, donc que ce soit couvert par une assurance ou non, en général, c'est encore assez flou la façon dont c'est fait, il y a quand même pas mal de contournements, mais ces éléments-là sont apportés au coût de l'entreprise, ou du moins peut-être une augmentation des primes d'assurance pour ceux qui ont la chance d'être assurés avec une assurance qui, je sais pas si c'est une chance, mais qui veut bien payer par des moyens détournés les rançons. Perte de contrat, enfin, parce que bien évidemment, il y a un manque à gagner, et puis ça peut être aussi des clauses de résiliation de contrat, si la donnée importante à fuiter, on peut très bien imaginer un client qui n'est pas content de cela et qui retire son contrat et s'habille dans les marchés qu'il peut y avoir en commun. Risque juridique, donc j'en parlais, donc pour finir sur cette cartographie des risques. Les sanctions suite à la fuite de données, j'ai un exemple en tête, c'est Uber, je crois, condamné par la CNIL à 400 000 euros pour négligence. Donc en gros, il y a eu piratage, il y a eu fuite de données dont de la donnée personnelle, donc ça tombe sous le giron de la CNIL, et donc fuite de données sanctionnée parce qu'ils estimaient qu'il y avait une négligence dans comment la donnée était traitée, et donc la condamnation de l'entreprise. Bien, maintenant qu'on a eu ce petit rappel fort passionnant sur la cartographie des risques, on va parler d'évaluation. 2 points sur l'évaluation. 1, la différence entre test de phishing et red teaming. C'est un truc qu'on n'a pas beaucoup à expliquer parce que c'est un truc qui paraît assez simple, mais je pense que c'est vraiment 2 univers qui n'ont rien à voir. Alors pour mettre un peu de contexte, la red team va chercher à entrer sur l'entreprise et voir ce qu'elle peut faire comme dégâts depuis l'extérieur. Donc on va pas nécessairement lui ouvrir les portes, d'accord? Donc on va pas la mettre sur liste blanche quand elle va chercher à envoyer des emails qui vont ressembler étrangement à du phishing, qui est quand même une des techniques favorites des red teams aujourd'hui. Et donc du coup, ils vont avoir un travail de déjouer le système de détection de phishing et de spam, ce qui est une chose intéressante parce qu'effectivement ces systèmes-là nous protègent d'une partie des attaques. D'accord, donc quand on évalue son risque, c'est important de comprendre qu'on a aussi ces systèmes-là de défense qui existent, qui est en place et qui permettent de déjouer une grande partie d'ailleurs des emails de phishing qui sont envoyés bien souvent de manière automatique. Le test de phishing a la différence. Bien souvent, on se fait mettre sur liste blanche, on est whitelisté. On peut envoyer des emails de phishing, ça arrive directement en boîte de réception du collaborateur et dans ce cas, on évalue la réaction du collaborateur. Est-ce qu'il faut choisir l'un ou l'autre? Je pense que c'est bien d'avoir les deux. Maintenant, à choisir, en fait, il faut bien se rendre compte que les systèmes de protection contre le phishing sont faciles à déjouer. Je ne dis pas qu'ils ne marchent pas, ils traitent un énorme flux d'attaques automatisées qui font beaucoup de dégâts. Maintenant, si jamais vous êtes ciblé par un hacker déterminé à rentrer chez vous et à déjouer votre protection anti-phishing, ça se fait relativement facilement. C'est difficile de le faire à large échelle, de le faire de manière automatisée, maintenant de le faire de manière itérative et originale, d'accord? Donc réécrire le code, il y a plein de techniques de contournement et c'est assez simple à déployer.
fait, surtout sur les petits échantillons, c'est assez simple de passer entre les mailles du filet. Je crois qu'il y a des stats sur les meilleurs algos de détection. En plus, il y a différents types de phishing. Les phishing qui reprennent des logos de marques sont faciles à détecter. Donc, si on se fait passer pour Microsoft avec un logo Microsoft, il y a des indices forts qui permettent aux outils de les détecter. Par contre, si jamais on se retrouve avec un email de spear phishing ou un email qui contient pas d'image, qui est juste une série de phrases qui demande à faire une action compromettante et qui va amener le système à être compromis, c'est beaucoup plus dur à détecter. Je crois que les statistiques sont à 90% de détection, donc ça fait quand même 10% des emails qui passent sur des échantillons assez larges. Je pourrais vous ressortir la documentation si ça vous intéresse, vous m'envoyez un petit message ou un commentaire et je vous ressortirai ces docs. Et puis donc du coup, pour revenir sur ce que je disais, donc entre test de phishing et red teaming, nous on conseille forcément le test de phishing parce que l'idée c'est que si jamais la partie protection saute, et tôt ou tard elle saute, elle ne suffit pas, elle se fait outrepasser, le test de phishing est hyper intéressant et hyper important parce que ça permet d'évaluer le facteur humain qui est encore une fois lui qui va faire rentrer le loup dans la bergerie ou du moins lui ouvrir les portes une fois que le loup aura passé les premières protections. Et donc du coup, test de phishing et mise en place d'un premier test de phishing réaliste, c'est-à-dire un benchmark. Donc ça c'est pour les différencier des tests de phishing ou des simulations de phishing qui vont être packagés avec un contenu d'apprentissage. L'intérêt d'avoir un apprentissage just in time, donc au moment où les personnes font une erreur sur l'email de phishing, elles cliquent, elles sont redirigées vers un contenu d'apprentissage. C'est pédagogique, c'est même andragogique. J'avais déjà parlé dans une vidéo précédente de la différence entre pédagogie et andragogie. Mais l'idée, c'est que ça va permettre d'apprendre des choses. Par contre, c'est pas du tout réaliste, d'accord ? Et on peut pas du tout mesurer au bout de combien de temps la personne va dire tiens, mais c'était bizarre comme le mail sur lequel j'ai cliqué ce matin. Parce que dès que la personne fait une erreur, elle se retrouve automatiquement formée et elle réalise qu'elle a fait une erreur. Donc c'est intéressant aussi de faire des benchmarks sur lesquels on va essayer de passer le plus inaperçu possible, exactement comme ferait un hacker, de façon à pouvoir évaluer son risque réel et ne pas laisser d'indices dès qu'il y a eu une compromission. Parce que le risque n'est pas le même si la personne détecte l'erreur qu'elle a fait et la signale d'elle-même, ou si elle ne détecte pas le problème et on dort dessus, et là le hacker ou le groupe de hackers peut faire tout son travail d'escalade, de déplacement latéral, et donc du coup de rançonner toute l'entreprise ou de la pirater. Donc, particularité, quand vous faites un test de phishing dans ce cadre-là, il y a plusieurs métriques qui sont intéressantes à relever. Il y a le taux de clic et de compromission. Ça vous donne grosso modo la performance globale. C'est assez intéressant. Un autre point qui est hyper intéressant, c'est les temps moyens et médians. C'est une métrique qu'on regarde chez Arsène. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui vont se faire pirater et qui vont être très réactifs dans leur boîte mail, qui vont, dès la réception de l'email, commettre des actions dangereuses. D'accord ? Donc, elles reçoivent l'email, la notification, elles cliquent, elles ouvrent le mail, elles vont cliquer sur le lien qui est dedans, puis elles vont rentrer leurs identifiants dans le cadre de credential harvesting ou ouvrir la pièce jointe dans le cadre d'une pièce jointe. Ces temps-là sont hyper importants parce qu'on peut comprendre du coup le comportement et la vitesse à laquelle on peut se faire avoir, la vélocité de l'attaque, tout ça, c'est hyper intéressant. Un troisième point qui est notable et qu'il faut regarder dans ces benchmarks-là, c'est la sensibilité aux prétextes. Toutes les attaques ne sont pas égales, tous les prétextes et les contextes amenés dans cette attaque-là ne fonctionnent pas pareil en fonction des populations testées, que ce soit les métiers, les groupes, même les secteurs industriels, les entreprises. Du coup, si vous tombez en tant que commercial sur un appel d'offres sur lequel il faut vite répondre, par exemple, et que vous êtes particulièrement entraîné sur ce type d'appel d'offres, vous allez avoir plus de chances de cliquer rapidement. De la même façon, des CV en pièce jointe pour les RH, que si on envoie un CV à quelqu'un qui est en direction financière, par exemple. Il y a beaucoup moins d'impact là-dessus. Hyper intéressant de regarder ça sur le benchmark. Ne pas oublier que le hacker est toujours, encore une fois, sur les attaques ciblées, le hacker est malin. Donc évaluer correctement son risque revient aussi à, encore une fois, sur la simulation réaliste, évaluer son risque revient à choisir les bons prétextes sur les bons échantillons de personnes. Et donc il est intéressant de regarder la sensibilité aux prétextes de l'échantillon et des effectifs testés. Ensuite, action corrective, donc c'est pas l'objet de la vidéo, je vais en parler rapidement, mais ça m'embête de vous montrer des problèmes sans vous présenter les solutions. Du coup, l'idée c'est de mettre en place un programme de sensibilisation complet, une fois que vous savez où est le risque, et du coup vous allez voir comment vous allez paramétrer ce programme, mais les quatre grands points, je dirais, de ces programmes de sensibilisation, pour qu'ils soient complets, sont simulation de phishing récurrente, d'accord ? Vous savez à quel point la courbe de l'oubli m'est chère. Et si vous avez vu d'autres vidéos, sinon je vous encourage à regarder. Mais en gros, il ne s'agit pas de tester une fois dans l'année puis de voir ensuite la mémorisation chuter et les réflexes disparaître. Donc il faut que ce soit récurrent parce que les attaques c'est toute l'année. Deuxièmement, des capsules d'apprentissage just in time pour le contenu théorique, d'accord ? Donc l'idée c'est pas d'assommer les gens avec un e-learning qui en plus n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent dans la vie réelle dans leur boîte mail. L'idée c'est de leur transmettre des contenus théoriques qui sont pertinents par rapport à l'attaque qui vient d'être simulée, contre laquelle ils sont entraînés, au moment où ils font l'erreur, comme ça ils sentent même pas la partie e-learning, ils sont pas en train de passer en mode tiens je vais apprendre un truc, ils l'ont déjà fait par leurs actions, d'accord ? C'est expérientiel, ça permet d'avoir quelque chose de cohérent, retenu rapidement et qui consomme pas de temps ni aux collaborateurs ni derrière à des formateurs. Travailler sur la culture d'entreprise, que ce soit en créant des cyber-avocats, cyber-champions, ce que vous voulez, les meilleurs élèves, les mettre en avant dans l'entreprise pour qu'il y ait de l'apprentissage par pair, du peer learning, donc des gens en interne autres que les RSSI et la SSI qui vont venir
parler et expliquer comment eux détectent et améliorent la détection. Et puis autre point sur la culture, c'est ne jamais avoir deux camps, hein. Donc le camp de la SSI et le camp des collaborateurs, avec les collaborateurs qui voient la SSI comme les empêcheurs de tourner en rond, qui vont venir les priver de leur productivité, qu'il faut déjouer absolument et à tous les coups, et la SSI qui arrête de voir ses collaborateurs comme des personnes qui ne sont pas capables de détecter la moindre tentative de manipulation et qui cliquent sur tout ce qui bouge. Et donc il faut vraiment créer un travail main dans la main. La culture qu'il faut vendre aujourd'hui, hein, c'est le SSI est là pour supporter et aider à lutter contre le phishing, et le collaborateur a sa responsabilité et aussi un asset, parce que c'est une sonde humaine qui est plus intelligente qu'un système fixe qui pourrait se faire déjouer ou contourner. Et enfin, action de formation sur éléments à risque, donc du coup sur les éléments particulièrement à risque, parfois les capsules d'apprentissage ne suffisent pas, la mise en situation ne suffit pas, et il faut aussi comprendre ce qui se passe. Est-ce que c'est un manque de compréhension du risque global? Est-ce que c'est un manque de motivation? C'est parfois même délibéré par mécontentement suite au test. Bref, il faut comprendre ce qui ne va pas, et ça du coup les systèmes automatisés sont un petit peu plus limités, donc c'est intéressant de faire intervenir des consultants sur ces éléments à risque, sur des groupes qui ont un score de sécurité particulièrement bas pour améliorer le risque. Amélioration continue, avec cette superbe contraste, on voit à peine ce que j'ai écrit. Donc, comment faire pour que ça s'améliore dans le temps? Parce que les actions c'est bien, mais si on les fait encore une fois qu'une seule fois, vous allez juste vous rassurer pendant le mois où ça a duré, et les 11 autres mois, vous allez voir votre risque réaugmenter. On parle d'entraînement continu, donc travail récurrent dans le temps, j'en ai déjà parlé, ça se fait pas one shot, ça se fait au fil de l'eau. Évaluation régulière du niveau des effectifs, donc ça c'est ce que je disais sur les tests benchmark. En plus de faire des simulations récurrentes, c'est intéressant de lancer des benchmarks au moins 2 à 3 fois dans l'année pour voir le niveau s'améliorer ou pas, hein, face à des trucs de sensibilisation qui vont, encore une fois, être moins réalistes parce que dès que l'erreur est commise, on entraîne la personne. Et enfin, il faut aussi penser à faire une mise à jour de ces programmes d'entraînement, c'est-à-dire ne pas avoir toujours les mêmes attaques, mais surtout se conformer aux nouvelles attaques que font les hackers. Exemple tout bête, hein, Google est en train de forcer l'authentification multifacteur sur tous ses comptes. Beaucoup d'entreprises commencent à forcer le multifacteur, c'est hyper intéressant, mais du coup, il y a une nouvelle vague, c'est pas une nouvelle technique, mais c'est de plus en plus utilisé, hein, tout ce qui va être reverse proxy, qui permet du coup d'outrepasser le MFA. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo, pareil, vous pouvez la trouver sur notre chaîne YouTube. Et donc c'est contournable. Le MFA, à moins d'avoir du FIDO 2, c'est contournable. Et du coup, il faut mettre à jour ces programmes d'entraînement pour prendre en compte le MFA, chose qu'on est en train de faire chez Arsène. Et du coup, l'idée, c'est mettre à jour pour se confronter aux nouvelles menaces. Si demain l'email disparaît ou est complètement verrouillé, il y aura forcément un autre canal par lequel le collaborateur se fera manipuler. Et il faut sensibiliser, et encore une fois par la pratique, parce que la théorie c'est bien, mais ça ne se transpose pas dans les situations où on est manipulé avec des leviers psychologiques pour modifier le schéma de réponse. Donc modifier, mettre à jour ces programmes d'entraînement, c'est un jeu de chat à la souris, et il faut constamment itérer et être sur ses gardes. Conclusion, du coup, j'ai beaucoup parlé. Évaluer son risque face au phishing est extrêmement important pour commencer à le maîtriser. Ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer. Donc d'abord, on le maîtrise, et puis dès qu'on peut, on l'améliore. Et on essaie de mesurer le retour sur l'investissement de nos actions, sinon on perd du temps, et du coup, on reste toujours à risque. Bref, vous voulez pas ça, quoi. Il n'y a pas de meilleure façon qu'une simulation réaliste pour évaluer son risque par rapport au phishing, on est bien d'accord. Ça permet du coup d'évaluer la réponse du collaborateur, qui est le facteur clé dans 91% des attaques. Et n'oubliez pas, l'entraînement contre le phishing vient en complément d'autres solutions de protection, d'accord? Je ne dirais jamais que le collaborateur est le seul fautif dans les cyberattaques. Souvent problématique de mise à jour, souvent système critique qu'on doit mettre à jour, donc du coup il n'y avait pas les bonnes procédures pour les isoler des zones à risque. Il faut maintenant, je veux dire aujourd'hui, un EDR ou une solution du moins de détection qui permet de détecter des patterns dangereux, un firewall pour pouvoir monitorer son réseau. Si c'est des choses qui sont hors de votre portée, avoir des services managés qui permettent de faire ça de manière managée, intéressant, complémentaire, parce que on n'arrivera jamais à filtrer à 100%, il faut du coup de la défense en profondeur, ils font différentes strates qui vont collaborer et entrer en synergie pour se défendre contre ces attaques. Donc un dernier mot sur ce qu'on fait chez Arsène, donc on a une plateforme qui vous permet de faire des tests de phishing en quelques clics et une solution complète de sensibilisation contre le phishing qui vous permet du coup de créer tous ces programmes et améliorer votre culture d'entreprise, améliorer votre entraînement face au phishing et votre réponse et du coup vous permettre de mieux vous protéger, mieux maîtriser ce risque tout en, pareil de manière récurrente, l'évaluer pour voir la progression. On est très très sensible au retour sur investissement. L'idée c'est pas de former pour former avec des cases à cocher pour de la conformité. L'idée c'est de former pour réduire son risque et progresser et en finir un peu avec ces phishing qui rentrent beaucoup trop facilement. Si vous voulez nous contacter du coup, c'était Thomas Lecause pour Arsène, donc arsène.co, tlc@arsène.co. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.